Bonjour, bienvenue sur Ici l'Europe, sur France 24 et RFI. Nous sommes au Conseil européen de Bruxelles où les 28 se réunissaient en fin de semaine et nous recevons l'un des ministres italiens sortants alors que les législatives n'ont toujours pas accouché d'un nouveau gouvernement en Italie. Sandro Gozi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Vous êtes arrivé au gouvernement avec Matteo Renzi il y a 4 ans et puis vous avez donc été confirmé à ce poste par l'actuel président du Conseil, Paolo Gentiloni. Vous êtes membre du Parti social-démocrate, vous êtes un Européen convaincu, membre de cette génération Erasmus et vous le revendiquez. Vous avez écrit un essai à ce sujet. Vous faites donc partie de cette génération qui a envie de faire bouger les lignes dans l'Europe contemporaine. Alors un sommet européen sans conclusion extraordinaire, mais on s'est fait peur quand même. Il y a eu quelques émotions, en particulier l'Europe qui échappe finalement à la fameuse guerre commerciale avec Trump, en particulier sur l'acier et l'aluminium. Mais on a envie de dire à quel prix pour les Européens? Qu'est-ce que ça va vraiment leur coûter? Qu'est-ce que Trump va leur redemander en échange? D'abord, quelques émotions, ça fait du bien au sommet européen, parce qu'ils ne sont pas nécessairement toujours émotionnels, disons. Donc, je crois que c'est bien, et c'est bien aussi le fait que finalement, on a évité un conflit commercial direct entre États-Unis et Union européenne. C'est bien que Trump ait décidé d'exempter les pays européens de sa politique de durcissement et des tarifs douaniers. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Il est imprévisible, le président des États-Unis, donc ce ne sera certainement pas moi qui va faire des prévisions, mais je crois que les groupes de haut niveau de travail entre États-Unis et Commission européenne qui va travailler sur la relation commerciale entre Washington, Bruxelles et les autres pays européens soit une très bonne initiative parce que même si c'est compliqué, il faut ouvrir un nouveau dialogue avec Washington et je crois que ça va absolument aider à mieux se comprendre. Alors cette Europe qui a souvent du mal à s'unir sur son avenir, eh bien on l'a vu aussi unanime sur un autre sujet très important pendant ce sommet. C'est une unanimité qui s'est faite contre la Russie de Poutine et son implication qualifiée de probable par les 28 dans l'empoisonnement d'un ancien espion russe résidant au Royaume-Uni. Bruxelles a donc décidé de rappeler son ambassadeur en poste à Moscou. Votre pays, l'Italie, a plutôt de bons rapports avec la Russie. Est-ce que vous trouvez que le Kremlin intervient trop en Europe et qu'il est temps un petit peu de remettre les choses en place? Tout d'abord, c'était une bonne décision, celle que les 28 ont pris vis-à-vis de la Russie. C'est important de montrer solidarité à Londres. C'est important de prendre une décision symbolique et politique comme celle de rappeler l'ambassadeur de l'Union européenne à Moscou, les rappeler à Bruxelles pour des consultations. Ce n'est pas la question d'avoir une relation meilleure ou plus bonne ou moins bonne avec Moscou. Il faut avoir un dialogue exigeant avec un voisin et on ne choisit pas les voisins. Nous avons comme voisin la Fédération russe et c'est incontournable d'essayer d'avoir un dialogue plus positif. Je crois que les Russes ont commis des erreurs dans ces années. Et quand j'ai dit aux représentants russes à Rome, une des erreurs, c'était celui fait par les principaux partis russes de parier sur les mouvements extrémistes anti-européens et xénophobes dans plusieurs pays européens. Vous pensez qu'ils ont influencé les élections dans votre pays comme on pense qu'ils l'ont fait également en France? Je n'ai pas des éléments pour dire qu'ils ont influencé les élections. J'ai un élément formel. L'année dernière, ils ont fait un accord formel avec les partis qui, à l'époque, soutenaient Poutine, avec la Lega de Matteo Salvini, un accord formel où on a renforcé les relations bilatérales. C'est pas illégal, c'est légitime, c'est profondément mauvais. Et c'est une erreur stratégique parce que Moscou aurait intérêt à avoir une Union européenne sûre d'elle-même, forte, parce que quand un voisin est sûr d'elle-même, c'est toujours plus facile de bâtir une nouvelle relation. Il y a eu un autre grand sujet à ce sommet, à savoir cette nouvelle taxe proposée par Pierre Moscovici sur les GAFA, en tout cas les multinationales du numérique. On nous dit que ça ne vise pas les Américains. 3% à court terme. L'Italie a adopté une telle taxe il y a quelques mois. Alors pourquoi d'abord vous avez choisi de faire cavalier seul sur ce thème? Et puis ensuite, est-ce que les autres vont un jour vous rejoindre? Vous croyez à une taxe globale? Nous avons plaidé pour une taxe numérique depuis fin 2014 et, au niveau européen.
Et on a attendu 2 ans et en espérant qu'il y ait des initiatives européennes. Comme les initiatives européennes n'arrivaient pas, on a pensé d'introduire une première taxe numérique en Italie, mais en même temps, avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, déjà au sommet des Tallinn de l'année dernière, on a fait une proposition pour introduire une web tax, une taxe numérique au niveau européen. Donc nous pensons que la proposition de la Commission aille tout à fait dans le bon sens. D'ailleurs, les réticences et les oppositions se sont un peu estompées au niveau de l'Union européenne. Il n'y a qu'un petit groupe de 4 ou 5 pays qui demandent d'avoir une approche globale. Donc je crois qu'on va dans la bonne direction et c'est absolument inacceptable que des multinationales, la nouvelle aristocratie du capitalisme global puisse éluder les taxations nationales. 9% au lieu de 23% pour le reste des... C'est inacceptable. Alors, autre sujet de diplomatie qui était important pendant ce sommet, ce sont les relations avec la Turquie. Les 28 ont sermonné Ankara pour ses actions qualifiées d'illégales, entre autres pour les explorations gazières menées au large de Chypre. En revanche, pas un mot sur la situation en Syrie, sur Afrin qui était repris aux Kurdes. On a vraiment le sentiment que le pacte migratoire conclu avec la Turquie paralyse complètement l'Europe sur la scène turque, sur la scène syrienne. Moi, je crois que c'était important d'avoir des mots très clairs sur ce qui se passe entre espace turc et espace chypriote sur la zone économique exclusive, sur l'exploitation. Et je crois qu'on devrait avoir honte, toute la communauté internationale, pour ce qui s'est passé à Afrin. Et je crois que comme en tant que diplomate, j'ai connu Sarajevo assiégé. Et comme en tant que fonctionnaire européen, j'ai participé à la reconstruction de Sarajevo, de se rappeler de Sarajevo et de Srebrenica et de voir ce qui s'est passé à Afrin, ça me fait honte. Parce qu'on va encore une fois pleurer après des choses qu'on aurait dû éviter avant. Elle est totalement disproportionnée, l'action turque à Afrin. Alors, retournons chez vous, en Italie. Après leur victoire aux élections législatives du mois de mars, les partis anti-système, vous l'avez parlé, de la Ligue de 5 étoiles, sont donc aujourd'hui en mesure de gouverner et les négociations officielles vont commencer. Notre correspondante en Italie est allée visiter votre région, Émilie-Romagne, traditionnellement à gauche, qui a basculé à droite. On regarde pourquoi avec ce reportage. L'Émilie-Romagne est un des bastions historiques de la gauche en Italie. Et pourtant, lors des dernières élections, cette région du nord de la péninsule a basculé à droite. À Plaisance, dans le nord, le Parti démocrate de centre-gauche au pouvoir depuis 5 ans a subi sa plus cuisante défaite régionale. Ils n'ont pas défendu les ouvriers. Ils ont défendu les entreprises et pas les ouvriers. Et alors, les ouvriers se sont rebellés. Voilà. Romano est retraité. Toute sa vie, il a voté à gauche, mais cette fois-ci, il a donné son vote à la Ligue d'extrême droite. J'ai toujours été un homme de gauche. Mais ils m'ont déçu et donc j'ai changé. Car ils ont fait rentrer trop d'étrangers. Et par contre, pour les gens comme nous, les anciens, ils n'ont rien fait pour nous aider. Lors des dernières élections ici, moins d'un électeur sur 3 a voté à gauche, du jamais vu. Cette étudiante en droit a elle aussi opté pour la Ligue de Matteo Salvini, le seul selon elle capable de sortir les jeunes de la précarité. Ce qui m'a plu dans la politique de Salvini a été sa proposition d'éliminer la culture des stages, pour qu'on arrête de vivre jusqu'à 35 ans en les enchaînant. Au lendemain de la défaite, les cadres provinciaux du Parti démocrate font grise mine et commencent à faire leur mea culpa. On n'a pas réussi à fournir des réponses aux gens et nous n'avons pas été compris. C'est de notre faute car nous nous sommes mal exprimés. On doit reconstruire la gauche en repartant de zéro, comme une équipe de foot qui est rétrogradée en série B et qui doit être refondée de A à Z. Ici, tous partagent un même constat. Récupérer la confiance des électeurs de gauche ne sera pas une tâche facile. Alors Sandro Gozzi, on le voit, des ouvriers qui se sentent délaissés dans votre région en particulier. Une gauche italienne qui a un peu oublié ses électeurs, une gauche européenne même qui est en train d'oublier ses électeurs.
Oui, mais je crois que nous avons fait sans doute des erreurs, sinon on n'aurait pas eu cette claque dans une région traditionnellement ancrée à gauche. Je crois que tout d'abord, la réforme du travail a été absolument une bonne réforme, mais il fallait la expliquer, la communiquer beaucoup mieux. Il fallait montrer beaucoup plus les opportunités que cette réforme crée pour la jeunesse, justement. Cette lutte contre la précarité que la fille interviewée demandait est exactement là contenue dans la réforme du marché du travail. On a créé 1 million de nouveaux postes de travail, mais elle n'a pas été assez répandue. Le temps de la réforme, le temps de répandre les effets positifs de la réforme, il y a toujours un écart, et le temps était trop court. On a commencé à faire du social trop tard, trop peu, et vous avez vu la réponse de nos électeurs. Je crois que c'est une réponse qu'on doit écouter pour ne pas répéter ces erreurs dans l'avenir. Alors il y a ce sentiment d'appauvrissement, mais il y a aussi des Italiens qui supportent de plus en plus mal les migrants. Ils trouvent qu'il y a trop de migrants en Italie. À juste titre, est-ce que... C'était dévastateur. La crise migratoire était dévastatrice. Le fait qu'en très peu de temps, des milliers de gens sont arrivés sur les côtes italiennes a créé un sentiment d'invasion. Et finalement, surtout depuis la prise de contrôle sur le couloir de la Méditerranée centrale, l'accord qu'on a fait avec la Libye, l'action italienne en Libye, ce que nous avons entamé avec la France et d'autres pays au Niger, a mis sous contrôle les flux et les 90% des flux en Italie arrivaient de la Libye. Mais et même l'effort qu'on a fait pour redistribuer tout au long du pays les demandeurs d'asile a été sans doute important. Ceci n'a pas aidé vis-à-vis d'un sentiment d'invasion. Et les absences et les retards européens ont joué beaucoup là-dessus. Alors la suite justement du film italien, en raison du système politique, les vainqueurs du scrutin ne sont pas forcément ceux qui vont gouverner. En tout cas, c'est très compliqué. Il faut former une coalition sans votre parti, le Parti démocrate qui a décliné, qui veut rester dans l'opposition. Selon vous alors, puisque vous connaissez bien la politique italienne, qui va gouverner ? Écoutez, maintenant, il y aura des consultations qui vont être entamées dans quelques jours par le président de la République, comme il se fait toujours en Italie en étant un système parlementaire. Et je crois que les 5 étoiles, la Ligue, ont les droits et les devoirs de gouverner, ont les droits et les devoirs de former un gouvernement. C'est le scénario cauchemardesque de l'Union européenne quand même. Ils doivent essayer, qu'ils essayent, qu'ils négocient entre eux, qu'ils voient s'ils ont une majorité. Moi, je crois que les électeurs ont dit clairement que le Parti démocrate doit rester à l'opposition. Et le Parti démocrate doit développer, doit faire un bilan de nos échecs, de nos erreurs, et doit développer des politiques radicalement alternatives au lépénisme de Salvini. Vous êtes en train de nous prédire quand même l'Italie eurosceptique que craignent Bruxelles. Les 52% des Italiens ont donné la confiance dans le mouvement eurosceptique. Et je crois que nous devons préparer une alternative, tout d'abord en parlant aux 48% des Italiens qui n'ont pas fait ce choix, et en même temps de reprendre des électeurs qui sont allés vers les 5 étoiles, les jeunes, les retraités, en travaillant beaucoup mieux, beaucoup plus sur un agenda de lutte contre les inégalités sociales. Sandro Gaudy, d'accord, mais concrètement, quelle démarche est-ce que vous allez entreprendre pour faire encore rêver, à nouveau rêver les Italiens avec l'Europe ? On voit aujourd'hui que partout en Europe, il y a une montée du scepticisme anti-européen et notre président français qui veut réformer cette Europe, il aura beaucoup plus de mal. Quel pari, quelle proposition concrète vous pouvez faire ? Moi, je partage tout à fait la proposition, l'agenda d'Emmanuel Macron pour la refondation européenne. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que l'Europe du statu quo, c'est la meilleure alliée des populismes et des extrémistes. Donc, il faut travailler, il faut écouter, il faut aller sur le terrain. Des initiatives comme les conventions démocratiques et les consultations citoyennes vont tout à fait dans la bonne direction parce qu'il faut avoir une prise de conscience sur ce que les citoyens attendent de l'Europe. Il faut écouter avant et expliquer que pour gouverner l'immigration, pour gouverner la finance, pour mettre sur les bons rails les multinationales du numérique, pour lutter contre le terrorisme, nous avons besoin
d'une Europe plus forte, d'une Europe meilleure, de refonder l'Europe. La vraie souveraineté sur ces questions, ce n'est pas de se renfermer dans les frontières nationales, c'est de retrouver ensemble une souveraineté européenne. Mais il faut faire un bain d'humilité, il faut écouter les gens, il faut expliquer, mais je crois que c'est la seule voie. Et ça, c'est le clivage fondamental. Et c'est un clivage fondamental qui est éclatant en Italie. En Italie, le système politique d'avant 4 mars s'est écroulé. Donc, on ne peut pas penser à développer une réponse en bougeant en horizontal, en allant plus vers le centre ou plus vers la gauche. Vous vous considérez maintenant comme un membre d'En Marche Europe? Je suis quelqu'un qui voit très bien la démarche d'En Marche. Vous pensez aux élections de 2019? Je crois qu'en 2019, nous devons bâtir une alliance des pro-européens. Une alliance des pro-européens qui doit inclure les démocrates, les sociodémocrates, les verts, les libres-démocrates, les mouvements d'En Marche. Parce que si les pro-européens ne font pas ces choix, les pro-européens seront 3e ou 4e au Parlement européen. Le premier, c'est un parti attrape-tout, les partis populaires européens, qui des populaires n'a plus rien, où on va de Juncker à Orban, et qui est totalement désormais eurosceptique. On a comme deuxième force les populistes anti-européens. Et où seront les pro-européens? Renfermés dans leur schéma du 19e siècle, renfermés dans leur famille rassurante des libéraux-démocrates et sociodémocrates, ou ils voudront développer une nouvelle alliance pour la réforme et pour une Europe politique, sociale. Moi, je plaide d'aller dans ce deuxième sens. Sandro Gaudy, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou sur France 24. À très bientôt à tous.